de vous accueillir sur notre site Collaborate de Kedge Business School. En fait, nous sommes ici réunis par la communauté KCO. Alors KCO, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire Knowledge Communities Observatory. Le KCO a été fondé il y a déjà 5 ans, en 2015, par Karine Boglio, ici présente, qui est une enseignante-chercheuse de Kedge Business School, et dans une perspective tout à fait intéressante de rassembler le monde des chercheurs avec celui des praticiens d'entreprise dans un modèle assez original, même s'il n'est pas unique, qui permet de rapprocher dans une perspective de recherche appliquée ces praticiens et ces chercheurs autour d'un sujet qui est le modèle des communautés de pratique. Donc pour le faire simple et vous le reformuler, nous sommes une communauté de chercheurs et de praticiens qui travaillent sur l'analyse et l'exploration du modèle des communautés. Alors, je vais réessayer de partager mon document qui visiblement était parti. Voilà, on ne le bouge pas. Aujourd'hui, nos perspectives à travers ce travail d'exploration et d'observation, il se passe ce que j'ai pas encore eu le temps de vous dire, c'est qu'il faut couper les téléphones. Voilà, je vais être la première à le mettre en application. Désolée pour cette interruption. Et je vous disais qu'à travers notre travail, donc qui se déroule avec un certain nombre d'activités que je vous présente ici, nous avons également à tâche et à cœur de ne pas rester centré uniquement sur notre modèle d'étude qui est donc les communautés et particulièrement les communautés de connaissances, dites encore communautés de pratique dans l'exercice qui nous intéresse tout particulièrement. Nous regardons plus largement ce qu'on appelle l'innovation collaborative sous différents prismes, à travers différents témoignages, différentes expériences, et c'est pourquoi nous avons lancé un cycle de conférences qui vont vous offrir ces prismes, parce que au-delà du fait que nous les découvrons, nous les observons, nous les analysons, nous en tirons également, je dirais, parti, nous souhaitons les mettre à disposition de notre propre réseau. Voilà, donc cette conférence s'inscrit dans un cycle, elle n'est pas unique, elle sera suivie par d'autres que je vous introduirai rapidement vers la fin avec deux interlocuteurs qui présenteront ces conférences d'ores et déjà ici présents, mais je vous les nommerai à la fin, ça, je maintiens un petit peu le suspense. Par ces conférences, juste vous dire que nous souhaitons vraiment progresser ensemble avec les gens qui font partie de cette communauté KCO, mais également avec tous ceux d'entre vous qui souhaiteraient nous rejoindre pour partager, échanger, fertiliser sur ces thématiques et différentes thématiques. Et voilà, j'en arrive tout simplement à vous parler de la conférence d'aujourd'hui, qui est basée sur une thématique qui nous est assez chère. Le titre, comment crée-t-on de la valeur avec son réseau? Est-ce possible? Quelle approche, quel outil, quel moyen? Et cette conférence donc va être présentée à 3 voix avec Franck Riolo, directeur Europe centrale de l'ARDAL médical. Franck sera suivi par François Lafay, qui lui est directeur PDG de la société Multivalente. Et ensuite sera conclu avec Florence Crespin, qui est chercheuse à Kedge Business School. L'idée, c'est qu'on part sur un modèle de storytelling, de retour d'expérience et de boîte à outils, de méthodologie présentée dans la suite de Franck par François. Et la conclusion de Florence nous permettra d'avoir le regard du chercheur, c'est-à-dire une analyse et une modélisation qui nous permettra de tirer des leçons, un enseignement et des moyens pour démultiplier ce qui vous aura été présenté. J'en dis pas plus, simplement je vous rappelle les petites consignes d'usage. Vous pouvez envoyer des chats. Vous voyez que sur le côté droit, certains se sont déjà dit bonjour. Vous pouvez mettre vos questions pendant les présentations. Les présentations vont se découper en 3 temps. On aura une demi-heure de présentation avec Franck, suivie de 10 minutes questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Elles seront notées et elles alimenteront les 10 minutes de questions-réponses. S'en suivra la présentation de François, 35-40 minutes, suivi de 10 minutes de questions-réponses, puis la présentation de Florence Crespin d'environ 15 minutes, et je conclurai et vous annoncera
les suivantes conférences. Voilà. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pendant que je parlais. Je passe la main à Franck. J'arrive, je suis là. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. Je suppose que techniquement on est bien là. Tout le monde voit Parfait. l'écran. Ok. Très J'invite bien. tout le monde à petit rappel, deux choses, excusez-moi. Vas-y. La conférence est enregistrée de façon à ce qu'elle puisse être rediffusée en replay. Elle sera accessible sur notre site qui est en cours de développement très prochainement et de toute façon à disposition pour ceux qui la souhaiteraient. J'invite tout le monde à mettre son micro en mute et peut-être sa caméra également de façon à assurer une bonne présentation. Si vous avez besoin de communiquer par chat, on est là pour réceptionner tout ce que vous remontez. Il n'y a pas de souci. À toi, Franck. Ok, merci. Donc bonjour tout le monde. Alors voilà ma partie juste pour recadrer un petit peu l'objectif. Je vais me concentrer sur deux points principaux, qui est créer de l'innovation commerciale sans investissement, et puis créer une différenciation concurrentielle également à périmètre constant, sachant que les deux vont de pair. Il y a trois grandes parties dans la présentation. Un, je vais présenter la société Laerdal de façon extrêmement brève. C'est plus une mise en contexte pour bien comprendre le cœur de la présentation, où il y aura, en fonction du temps, normalement deux cas très concrets pour illustrer cette première partie. Et la troisième partie, je prendrai juste un petit peu de recul par rapport à ces deux cas, qui sont des success stories chez nous, et pour pouvoir commencer à réfléchir un petit peu sur les conditions de la mise en œuvre, justement, de ces success stories. Alors, j'ai une grosse pression parce que Catherine, quand tu as envoyé l'invitation, tu avais noté quelque part que j'allais faire une présentation avec de l'humour. Alors, voilà, je vais le faire tout de suite. Je suis pas sûr de sortir une blague à chaque slide, mais il y en a une que j'aime bien en ce moment. Elle est absolument pas liée au, au contenu de la présentation, mais alors je vous rassure, tout sera en français, hein. Mais simplement, je ne sais pas dans vos organisations ou structures qui est en charge de la transformation digitale. En tout cas, moi, ça fait 3 mois, j'ai vraiment trouvé, et je peux vous dire que ça accélère très très fort de ce côté. Voilà, ceci étant dit, pour vous présenter la Erdal Médicale, on est une société, nous sommes basés à Stavanger. Donc vous voyez le siège social. Alors je précise juste que le temps en Norvège n'est pas toujours le même que sur la photo. Ce qui est intéressant, et on va déjà presque commencer à rentrer un petit peu dans le sujet, il faut savoir qu'il y a une cinquantaine d'années, l'Erdal Medical était en fait un fabricant de jouets pour enfants. Et il y a notamment des voitures qui circulent encore auprès des collectionneurs, qui sont des petites voitures en plastique. Et en fait, le modèle de la Herdal a complètement changé, puisque vous voyez en photo le père fondateur, Asmund Laerdal, qui a en fait sauvé notre actuel directeur, Monde, son propre fils, de la noyade. Et c'est suite à cette expérience-là qu'il s'est dit il faut à tout prix que je puisse fabriquer des outils pédagogiques pour apprendre la réanimation au plus grand nombre afin de sauver des vies. Donc il y a déjà eu chez la Herdal, au fond, une transformation de business model. Juste très rapidement pour vous montrer les différentes implantations, on est bien sûr une entreprise mondiale avec des sites de production, de recherche et de développement. On est une entreprise, pour vous donner l'idée de la taille du business, à peu près 450 millions de dollars, avec une croissance forte, notamment sur les trois dernières années, et une entreprise qui financièrement est plutôt
plutôt très saine. Ma partie, mon métier, se concentre principalement sur au niveau commercial. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un site de production, je ne suis pas en recherche et développement, mais simplement là, on va vraiment se concentrer sur la partie commerciale de l'entreprise, où on a 24 entités différentes à travers le monde qui vendent les produits Laerdal. Alors, il y a une chose qui est très très importante, et on ne fait pas que l'écrire, mais on le vit vraiment chez nous. Notre objectif, c'est d'aider à sauver 500 000 vies supplémentaires chaque année. Et ça, c'est un gros fondement qui gère à la fois la façon de manager les gens et à la fois d'appréhender le business. Très très brièvement, encore une fois, pour que vous compreniez le contexte, il y a principalement deux gammes de produits ici qui vont nous intéresser. Vous allez voir, je vous expliquerai dans le slide qui suit. On commercialise des simulateurs patients. Les simulateurs patients, si prenez l'image du pilote de ligne qui passe sur un simulateur de vol, nous on fait exactement la même, on a exactement la même philosophie, mais avec nos simulateurs patients. C'est des grands mannequins bourrés d'électronique qui peuvent simuler tout un tas de pathologies, et bien sûr des pathologies à risque et rares. Et on a une autre gamme de produits, c'est la photo du milieu, qui est plutôt, pour schématiser très rapidement, une gamme pour se former à la réanimation cardio-pulmonaire, massage cardiaque, ventilation, utilisation d'un défibrillateur semi-automatique, pour être extrêmement schématique. Ensuite, on a une entité qui s'appelle Laerdal Global Health. Il faut savoir que c'est complètement indépendant des structures commerciales de Laerdal, mais il y a une partie des profits de Laerdal Médical qui servent à faire vivre cette structure, puisque là où on peut gagner le plus de vie, c'est notamment sur des projets dans les pays en voie de développement, notamment au niveau des enfants. Il y a énormément de décès de la mère et de l'enfant dans les pays en voie de développement, et on peut vraiment changer la donne avec des outils pédagogiques que l'on développe. Encore une fois, juste pour illustrer, pour bien comprendre ensuite les deux cas que je vais évoquer, un simulateur patient, vous voyez en haut, au milieu, c'est vraiment quelque chose qui est bourré d'électronique, et le personnel soignant, au sens large, va pouvoir simuler in situ, dans un service hospitalier, en extra-hospitalier également, le fait d'avoir un patient techniqué. Le patient peut parler, transpirer, cligner des yeux. On peut simuler tous les fluides également, donc on peut simuler des cas concrets et les répéter surtout. L'objectif ici, c'est vraiment de diminuer les erreurs médicales. Et ensuite, c'est ce dont je parlais juste avant, on a une gamme de mannequins de réanimation où on peut apprécier la qualité du massage cardiaque, des ventilations et la mise en œuvre du défibrillateur semi-automatique. Si les personnes sont formées correctement avec les bons gestes, on va contribuer à gagner du taux de survie, ce qui est notre cœur d'activité. Notre quotidien, alors juste une très rapide petite rétro me concernant, ça fait un petit moment que je travaille chez Laerdal Médical. J'ai démarré, j'ai été commercial en France, sales manager de la filiale française, directeur France, directeur marketing Europe, Middle East, Africa. Et là, en ce moment, je suis directeur Central Europe. Juste ce que ça veut dire, voilà la palette des pays dont je m'occupe. Je ne les décris pas, je pense que c'est assez compréhensible. Notre travail au quotidien, encore une fois, c'est vraiment, au fond, d'améliorer le taux de survie en limitant les erreurs médicales, mais aussi en ayant du personnel et des citoyens qui soient formés aux gestes d'urgence. Pour ça, bien sûr, on travaille avec
les universités de médecine, les écoles d'infirmières, des services hospitaliers, mais aussi avec toutes les entités qui sont impliquées dans le premier secours à personne. Ça peut être les sapeurs-pompiers, les SAMU et les associations de secourisme. On est très attaché à ce que l'implémentation au niveau local soit le plus efficace possible. Et pour ça, on a une approche client qui est un petit peu spécifique parce qu'elle est loin d'être uniquement transactionnelle. Bien sûr, il faut qu'on vende des produits pour vivre, mais on fait en sorte qu'ils soient implémentés le mieux possible pour pouvoir justement gagner ce taux de survie. Je vais l'illustrer avec les deux cas. Au niveau du premier cas, il s'appelle le cas Minian. Juste pour décrire, Minian, on a lancé ce produit il y a une dizaine d'années maintenant. L'idée de Minian, c'est d'avoir dans une petite boîte individuelle un mini mannequin gonflable sur lequel on peut, à l'aide d'un DVD, apprendre seul ou en groupe les premiers gestes d'urgence, passer l'alerte, masser, ventiler un patient et mettre en place, vous voyez le petit défibrillateur semi-automatique factice ici, mettre en place le défibrillateur semi-automatique. On s'est dit, ce produit, c'est génial parce qu'on va pouvoir former ou initier, en tout cas, un très très grand nombre de personnes. Donc ça, c'était les principes de base que j'ai expliqués. Il y a un effet démultiplicateur qui est extrêmement important avec ce type d'outil. Nos clients, a priori, c'était les associations de secourisme ou le grand public. Mais nous, nos clients, ce sont, en l'occurrence pour ce produit, les associations de secourisme. On a fait nos premières démonstrations. Les clients trouvent que le produit en soi est absolument génial, mais finalement, les ventes ne décollent pas du tout. Le positionnement est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'au niveau d'un instructeur de secourisme, il pensait qu'on allait quand même lui prendre son travail. Son métier, c'est de former les gens au premier secours. Il ne comprenait pas ce que la Herdal venait faire en vendant ce kit Minian. Donc on aurait pu se dire, bon, ce produit, c'est pas pour le marché français à l'époque. J'étais plus français que maintenant. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on arrête. Et finalement, on est passé en fait de la vente de produits à la vente de projets citoyens. Alors je vais vous expliquer un petit peu les mécanismes qui se sont faits grâce à notre réseau de clients. C'est la science qui dit ça, c'est que si on a 20% des citoyens formés dans une communauté, ça peut être une entreprise, ça peut être une ville, un département, ça peut aussi être une nation, eh bien, il y a beaucoup plus de chances qu'en cas d'arrêt cardiaque, la personne ait des chances de récupérer parce que les premiers intervenants pourront pratiquer les premiers soins en attendant, on va dire, la médicalisation et le transport à l'hôpital. On est extrêmement faible encore en France au niveau du taux de survie. Il y a énormément de choses à faire de ce côté-là. Donc on parle de cet objectif à nos clients et on a deux typologies de contacts. Je vous expliquais qu'il y avait les associations de secourisme qui nous achètent des mannequins pour former le grand public ou des professionnels de santé. Mais il y a aussi notamment les médecins-chefs pompiers. Dans chaque département, il y a un médecin départemental qui est responsable. Et cette personne-là, ça l'intéresse beaucoup d'avoir des citoyens formés. Et son intérêt, c'est qu'il y a un maximum de personnes formées, parce que quand les pompiers vont arriver auprès du patient, le patient sera en meilleur état et on peut récupérer aujourd'hui clairement d'un arrêt cardiaque inopiné si la chaîne de secours est bien implémentée. Donc, en discutant, de fil en aiguille, on s'est aperçu que finalement, ce n'est pas les associations de secourisme qui allaient acheter Minian, mais que finalement, en commençant à échanger avec certains
médecin-chef qui voulait vraiment changer la donne et vraiment déployer des formations de masse, ce qui existe même aujourd'hui encore très peu, ces personnes nous ont ouvert en fait les portes d'un réseau auquel, on n'avait pas pensé et auquel il était extrêmement difficile d'avoir accès. Et ce réseau, ce sont les collectivités, ça peut être le conseil général, le conseil régional, les préfectures, les mairies, les associations des maires de France, etc. Et on s'est retrouvé à discuter avec certains médecins-chefs, Florence connaît bien, de comment est-ce qu'on peut former la population et un nombre significatif de citoyens aux gestes de premier secours. Évidemment, ça les intéresse, mais le problème, c'est l'argent. Ça coûte cher. S'il faut former 5000 personnes avec un petit kit qui coûte entre 20 et 30 euros, ça commence à faire un sacré budget. Et les pompiers, c'est pas leur rôle. Les collectivités n'étaient absolument pas enclins à décider. Mais finalement, en discutant avec certaines collectivités, ils nous ont ouvert des portes de financeurs ou de sponsors qui peuvent être et qui ont été des assurances, qui sont toujours d'ailleurs des fondations d'entreprises, les clubs services comme le Rotary, etc., et toute autre association d'utilité publique. Et finalement, au lieu d'avoir une approche uniquement transactionnelle, de vendre une boîte juste avec un prix, ou de toute façon ça ne marchait pas, notre réseau interne de clients nous a fait découvrir un modèle auquel on n'avait absolument pas pensé. Mais en tout cas, on avait bien toutes les parties ici, un objectif commun qui était de former 20% des citoyens dans une communauté. Alors je vais vous expliquer maintenant le pourquoi ce modèle fonctionne bien. Quand je dis ce modèle fonctionne bien, c'est-à-dire s'il manque un des piliers, c'est aperçu que le modèle ne marchait pas. Et vous allez voir que les associations de secourisme, finalement, vont y trouver un intérêt extrêmement fort, ce qui nous a permis justement de boucler la boucle. Et je vous explique pourquoi. Les collectivités, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, j'ai surligné en jaune les points d'intérêt majeurs. Les collectivités, une fois qu'il y a les sponsors qui peuvent mettre un petit peu d'argent là-dedans, c'est clairement pour elles un positionnement clair d'acteur majeur dans la santé publique. Et quelque part, c'est leur rôle de l'être. Et c'est un projet qui est extrêmement fédérateur et générateur de liens sociaux aussi. Donc ça, c'était en dehors d'avoir un projet qui est original et innovant, c'était les principaux leviers pour que les collectivités, conseil régional, général, puissent y trouver un intérêt. Donc elles poussaient fort pour pouvoir mettre en œuvre ces formations. Et encore une fois, je rappelle que les sapeurs-pompiers, notamment les leaders au niveau des départements des pompiers, sont de fait en lien avec ces collectivités, puisqu'ils ont des réunions toutes les semaines, minimum, avec eux, en ce qui concerne la mise en place des plans de secours, etc. Donc il y a eu un partage de réseau extrêmement fort, puissant et rapide autour d'un objectif commun qui était de former un maximum de personnes. C'est-à-dire qu'on parlait même plus de Miniane vraiment à ce moment-là. Miniane devenait juste un des outils du projet. Les sponsors, c'est un petit peu les mêmes mécanismes en termes d'intérêt. C'était de pouvoir participer, pouvoir communiquer sur un projet innovant et être associé à un projet résolument citoyen. Les associations de secourisme, ça a été vraiment le déclencheur de tout ça, puisque ces personnes qui étaient au départ bloquantes, et je comprends tout à fait leur sentiment initial, on a lancé des tests pilotes avec des gens qui voulaient vraiment changer la donne, donc des first movers, je ne sais plus comment on le dit en français, et je me revois encore place Bellecour, sous un chapiteau, avec la Fédération française de cardiologie, un micro, ma fille, qui est d'ailleurs connectée, bonjour, en train d'appeler des patients qui viennent de se former sur Miniane.
on avait invité les associations de secourisme à venir et on s'est aperçu que non seulement c'est extrêmement ludique, vous pouvez avoir 10, 20, 30, 50, 100 personnes qui se forment en même temps et qui regardent une vidéo, c'est extrêmement fun, c'est ludique, c'est sympa, et le point clé, c'est qu'on apprend très peu de choses avec Miniane dans le domaine du premier secours. C'est vraiment l'essentiel, c'est plus une initiation. Mais les participants vont ensuite discuter avec les associations de secourisme qui encadraient, puisque c'est eux les professionnels, c'est pas la HERDAL, on n'est pas professionnels du secourisme. Et il y en a 15 à 20% des personnes qui ont voulu suivre ce qu'on appelle le PSC1, c'est-à-dire une vraie formation au premier secours, beaucoup plus complète. Donc finalement, les associations ont compris que ça leur rapportait entre guillemets, des clients pour les formations. Et ça, c'était extrêmement intéressant. Et cerise sur le gâteau, c'est le deuxième point en jaune, ça leur permettait de recruter de nouveaux adhérents. Parce que la Croix-Rouge, la protection civile ou les pompiers, ils cherchent des nouvelles personnes pour avoir de nouveaux instructeurs et de nouvelles personnes qui s'investissent dans leurs associations. C'est pour ça que la boucle était bouclée. Et tout ça, c'était on va dire un modèle économique, un business model. Je n'y avais pas pensé au début. Je crois que personne ne le voyait vraiment. C'est juste par curiosité et en utilisant nos propres clients, nos propres interlocuteurs, sur un projet beaucoup plus vaste que juste de vendre un produit, mais complètement en ligne avec les missions de la HERDAL qui sont d'aider à sauver des vies. Ce n'est pas nous qui sauvons des vies, nous on aide là-dessus. Est-ce qu'il y a eu besoin d'un investissement particulier? Non. Il y a eu besoin d'argent, de capitaux chez la HERDAL? Non. Ça s'est fait avec vraiment notre réseau interne. Donc on est passé vraiment de la vente d'un produit à vraiment la promotion de projets citoyens. Et les collectivités, nos clients, ce sont eux-mêmes qui se sont appropriés le projet et qui vendaient même ce projet et qui allaient eux-mêmes parfois démarcher des sponsors. Alors, c'est peut-être un petit peu petit, je suis désolé, mais c'est vraiment pour être dans le... Vous voyez que les emails sont de 2011, donc ça date un petit peu, mais c'était vraiment les prémices et les premiers mouvements autour de Miliane. Tout en haut, simplement, Céline Noguès, c'est la présidente de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, n'avait aucun intérêt à rencontrer cette personne avant. Mais finalement, les associations de secourisme de pompiers ont commencé à implémenter certaines actions. Ils ont dit qu'il faut à tout prix que la Fédé, comme ils l'appellent, puisse faire quelque chose. Je prends juste l'exemple d'un email où on commence à parler de est-ce que c'est possible de former 125 personnes par jour. J'ai une estimation de 37 à 50 000 minianes, avec même un sponsor qui est déjà trouvé. Donc, c'était extrêmement compliqué de vendre une miniane. Et d'un coup, on commence à avoir des projets qui deviennent et des initiatives qui deviennent extrêmement sympathiques. Ça, c'était avec initialement un projet avec une chaîne de magasins. Ce qu'il y a en dessous, juste en jaune, c'est Richard, qui est toujours chez la HERDAL, qui est commercial. Lui commence à avoir des projets de 300, 600, 1000 mini-ânes avec le Rotary Club et avec nos clients. Donc c'était vraiment quelque chose qui s'est mis à extrêmement bien fonctionner. Alors les résultats. Donc là, je parle de mini-ânes dans le cadre français, et notamment avec la Fédération nationale des pompiers, avec aussi l'œuvre des pupilles orphelins, puisqu'à chaque mini-âne, on reverse un subside pour l'association. Donc on a complètement bouclé la boucle d'intérêt, on va dire. Et ça a généré 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur les dernières années, 40 000 euros pour l'œuvre des pupilles, et ça a aussi drainé plein d'autres projets en dehors de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Surprise,
et ça, François en parlera aussi un petit peu plus tard, c'est qu'en cherchant, en découvrant, on trouve des choses auxquelles on n'avait pas pensé du tout, mais finalement, ça s'est construit avec l'EM à l'époque, mais il y a un business case qui existe pour les écoles de commerce basé sur le cas Minian. Je pense que Florence en parlera aussi un petit peu plus tard. Et il y a même eu des articles qui sont parus dans des revues marketing de très très bon niveau. Florence, Karine, vous êtes en ligne, vous connaissez l'histoire. En complément, là, on part en UK rapidement. Selon un peu le même principe, là, j'y étais pour rien du tout, mais simplement, ce qui est intéressant, et on peut voir la portée de ce type de projet, il y a 2,7 millions d'élèves qui ont été formés avec Minian. L'objectif est elle-même, il faut former un maximum de personnes, et ça a pris tellement d'ampleur que même le gouvernement en Angleterre a décrété que les premiers secours devaient être obligatoires à l'école au niveau de l'enseignement secondaire. Donc même avec un petit produit et avec l'aide du réseau et de nos partenaires et de nos clients, on arrive même à avoir un impact pour faire aussi changer des lois. Et que ces lois, une fois qu'elles sont implémentées, ça facilite énormément l'apprentissage aux gestes d'urgence. Ça, c'était pour le cas Minian. Et effectivement, sans notre réseau, sans nos clients, sans la curiosité, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Je vais passer rapidement, c'est aussi le deuxième cas. Là, on est dans la simulation médicale, on est dans la prise en charge de l'AVC et on est en Allemagne. J'adore cette photo parce que on voit le poster. Oui. Excuse-moi, le temps est assez compté, donc ouais, c'est bon. On peut accélérer sur ce cas. C'est bon. Pour arriver sur tout est sous contrôle. On voit le protocole de prise en charge des AVC et on voit un de nos simulateurs. Et a priori, ces deux mondes n'ont rien à faire ensemble. Il y a beaucoup de stroke units, ça s'appelle comme ça en Allemagne, et on n'a rien à leur vendre à ce jour. Il n'empêche que, et pour faire là extrêmement simple, en discutant avec nos clients, on s'est aperçu que la simulation pouvait avoir un rôle dans la formation pour la prise en charge des AVC et avoir un vrai impact sur la prise en charge et clairement améliorer le taux de survie. On